Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur. Si des millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation ou dans de mauvaises conditions, dans de trop nombreux pays en développement, la situation de la jeune fille est encore plus préoccupante. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a fait de l'éducation, de la formation, de l'insertion de celle-ci sa priorité à travers des dispositifs d'appui à son insertion professionnelle. Quels sont ces dispositifs? Comment fonctionnent-ils? Quelle place de la jeune fille dans le dispositif d'insertion professionnelle? Notre thème du jour. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans Expression Jeune sur RTI 2 et sur Fréquence 2. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi, des jeunes et du service civique présente Expression Jeune. Quelle place de la jeune fille dans le dispositif d'insertion professionnelle? Le thème du jour, invité du débat, Madame Sonia Kouassi, chef de service programmes spéciaux à l'agence Emploi Jeune. Elle va nous rejoindre sous des salves d'applaudissements. S'il vous plaît, chers amis. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée, je vous en prie. Merci. Amis jeunes, Maxime Victor, coach formateur, conférencier international en entrepreneuriat. Il viendra nous faire partager sa passion, sa vision du monde entrepreneurial, surtout ses conseils à vous, jeunes qui êtes assis à nous regarder, nous écouter ce soir. Amis jeunes, rebonsoir et bonne arrivée. Madame Sonia Kouassi, rebonsoir. Bonsoir. À travers vous, nous voulons saluer le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Vous êtes le chef de service programmes spéciaux à l'agence Emploi Jeune. Concrètement, votre rôle, votre boulot, votre travail consiste en quoi? Au niveau de l'agence Emploi Jeune, je suis chargée des programmes, comme on a dit, spéciaux, c'est-à-dire tous les projets qui ont une autre intensité en main-d'œuvre et en emploi. C'est-à-dire que si un conseil régional, une mairie, une entreprise, une société privée a un projet de développement en faveur des jeunes pour créer des emplois, il peut venir vers nous, venir me voir pour monter un projet et financer ce projet-là en faveur des jeunes. Très bien. Alors, donc, la problématique de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, bien sûr, de la jeune fille, fait partie aussi de votre champ d'action. Oui. En plus de ces projets en faveur des jeunes, on cible aussi des personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap, les jeunes filles, et on a des programmes vraiment spécifiques pour ces personnes-là. Amis jeunes, nous parlons de formation, nous parlons d'insertion de la jeune fille. À quoi pensez-vous lorsque nous évoquons ces différentes thématiques-là? C'est une très bonne thématique parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion de gens parce que la femme, en général, est mal vue en société. Et c'est cette image que nous essayons de changer. La jeune fille arrête les études très tôt parce qu'elle n'a pas le courage, elle se dit qu'elle n'a pas la chance dans la société. Donc je crois que les jeunes filles de maintenant doivent changer leur mentalité, leur manière de penser, et puis aussi à travers leur communication sur les réseaux sociaux, parce que nous voyons que le plus souvent, les jeunes filles communiquent mal sur les réseaux sociaux. Alors que quand vous déposez votre requête dans une entreprise, on va mener des enquêtes sur vous, on peut aller sur Facebook et puis télécharger des photos, des vidéos et autres. Ouais. Donc vraiment, je veux juste dire que c'est une très bonne thématique et puis dire aussi aux jeunes filles de changer leur manière de penser, qu'elles ont vraiment la place dans la société. D'accord, très bien. Oui, j'avais une autre main quelque part. Alors lorsqu'on parle d'insertion, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'autonomisation de la jeune fille. En réalité, il n'y a pas vraiment de politique mise en place. Moi, je suis une jeune fille, mais je ne suis pas pour autant une personne qui se lamente sur son sort parce que les parents n'ont pas de quoi m'accompagner dans les études secondaires. J'essaie tant bien que mal d'essayer d'avancer parce que j'ai un objectif dans la vie. Donc, comme il a dit tout à l'heure, tout est une question de mentalité, tout est une question de vision. Madame Sonia Kouassi, comment vous voyez la thématique du jour? Le chômage des jeunes filles est beaucoup plus accentué en Côte d'Ivoire. On a constaté ça au cours de nos différents salons, au cours de nos différentes prestations qu'on fait avec les jeunes. Donc on a décidé au niveau de l'agence Emploi Jeune, au niveau de mon service, de mettre un accent particulier
sur les jeunes filles. Et on trouve que ce thème-là est bienvenu actuellement parce que nous allons lancer bientôt un programme spécifique pour les jeunes femmes. Alors, on va faire un peu l'état des lieux de la maison, de la situation, éducation, formation, insertion de la jeune fille. Quelle est la situation actuelle de la jeune fille en Côte d'Ivoire, la jeune fille ivoirienne? La jeune fille ivoirienne actuellement, dans tous les domaines que vous avez cités, il y a énormément de problèmes. Au niveau de l'éducation, les jeunes filles arrêtent les études beaucoup plus tôt que les jeunes hommes. Au niveau de la formation professionnelle, étant donné qu'elles arrêtent les études tôt pour des causes diverses, elles n'arrivent pas à accéder aux formations professionnelles au même niveau que les jeunes hommes. Au niveau de l'emploi aussi, les jeunes filles sont moins embauchées que les jeunes hommes. On se dit tous que les filles travaillent plus que les hommes, mais ce n'est pas vrai. Dans la réalité, c'est vraiment pas vrai. Les hommes travaillent beaucoup plus que les filles une fois qu'ils ont fini les études. Malheureusement, nos jeunes sœurs, elles ont trop de problèmes. Énormément de problèmes. Il faut qu'on réagisse vite, non? Oui. C'est pour ça qu'on est là, on fait l'émission aujourd'hui, non? Oui, c'est tout à fait. pour ça. Alors, selon l'étude menée par le BIT, qui est le Bureau international du travail, en Afrique subsaharienne, il reste encore 29,6 millions d'enfants et 12 millions d'adolescents en dehors de toute structure éducative. Les résultats d'enquêtes ménages dans 13 pays montrent qu'après 6 ans d'études, seuls 66% des 22-44 ans savent lire et écrire. Qu'est-ce que vous en dites? Cette étude, bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que cette étude résume toute la problématique de l'éducation ivoirienne. Les femmes sont à 30% alphabétisées en Côte d'Ivoire, ce qui ne fait vraiment pas beaucoup. Et comme je le disais dans mes propos plus tôt, les jeunes filles, au niveau de l'éducation, s'arrêtent beaucoup plus tôt que les jeunes hommes. Pour cause de grossesse précoce, de mariage précoce, de manque de moyens au niveau de leurs parents qui préfèrent scolariser les garçons que les filles. D'accord. Alors, c'est pour cela que notre État a décidé de faire de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle de la jeune fille l'une de ses priorités, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Amis jeunes, qu'est-ce qu'une jeune fille, selon vous? Pour moi, la jeune fille ici, celle-là même qui n'est pas encore passée à l'étape maritale, celle-là même qui n'a pas encore connu véritablement la grâce divine de l'alliance avec quitter le toit du père et de la mère pour s'attacher à son homme. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Très bien. Alors, nous allons entrer, bien sûr, en liaison avec notre équipe de reportage sur la même question. Qu'est-ce qu'une jeune fille? Nous regardons et on revient tout de suite. Une jeune fille, c'est celle qui a atteint la majorité, en âge de procréer. Une jeune fille, c'est une fille qui a l'âge de 18 ans, qui connaît plus ou moins son corps dans la vie. Elle sait comment s'y prendre face à un danger, à une situation quelconque. Une jeune fille, c'est une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. C'est-à-dire une fille qui n'a pas encore eu la capacité juridique. Une jeune fille, c'est une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, en fait. Une fille qui n'est pas encore dans le foyer, qui n'est pas encore mariée. La jeune fille, c'est toute personne de sexe féminin qui est dans une tranche d'âge, je peux dire, entre 12 et 20 ans. Pour moi, une jeune fille, c'est une personne qui est en âge de maturité, à l'âge de puberté, c'est-à-dire 16 ans jusqu'à 28 ans. La jeune fille, c'est cette personne-là même qui est en état de réfléchir, qui est consciente, qui prend des décisions, qui a même de vivre en fonction, comment dire ça, qui sait prendre les décisions là où il faut. Elle est consciente et elle sait ce qu'elle fait au fait. Alors, Madame Kwasi, des avis ici en studio, en plateau, mais également dans la circulation. Quelle est la bonne définition de la jeune fille? La jeune fille, c'est la personne de sexe féminin qui est âgée de 16 à 24 ans. D'accord. C'est la définition de la jeune fille. Mais nous, au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, comme nous travaillons avec toute la population de 18 à 40 ans, nous parlons plutôt de jeunes femmes. Et nous occupons des personnes sexe féminin âgées de 18 à 40 ans. Il y a la jeune fille qui est en ville, donc qui est en milieu urbain, mais également celle qui est au village, on va dire ça comme ça, qui est dans le milieu rural, l'environnement rural. Est-ce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes types de personnes? C'est
ne peut pas dire que ce n'est pas la même typologie de personnes, puisque le thème jeune, c'est plutôt par rapport à l'âge. Ouais. Mais au niveau de l'agence emploi jeune, en fonction de la typologie de la personne, qu'elle soit urbaine, rurale, entrepreneur, fille, mère, scolarisée, déscolarisée, en apprentissage, sans emploi, nous avons des solutions pour chacune. Alors, amis jeunes, est-ce qu'on peut reconnaître une jeune fille qui est dans le milieu rural, hein, comparativement à celle qui est dans un environnement urbain? Oui, micro derrière. On peut reconnaître les jeunes filles en milieu urbain et en milieu rural par leur comportement, leur manière de s'exprimer. Celle qui est en ville, elle a pris une certaine connaissance par rapport à ses relations avec ses semblables. Oui. Et celle du village, par sa manière de vivre, sa manière de se comporter, permet de les distinguer. Oui, alors qui d'autre peut nous dire autre chose? Oui, prenez le micro, allez-y. On peut les distinguer par les manières de penser, les manières de parler et puis les manières de se comporter en public. Ouais. Voilà. Qu'elle soit en ville ou qu'elle soit, n'est-ce pas, donc au village, est-ce qu'elle bénéficie des mêmes chances de formation et d'éducation? Oui. La jeune fille, que ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, se différencie par leur typologie. Je m'explique. Je voudrais dire que la jeune fille en milieu urbain est plus enclin à la mondialisation. Et du coup, elle présente des traits de caractéristiques assez différents de la jeune fille en milieu rural. Et concernant la manière dont ces jeunes filles s'insèrent dans le milieu professionnel, je pense que quel que soit le milieu dans lequel la jeune fille se trouve, que ce soit dans le milieu urbain ou rural, je pense qu'elles sont toutes les mêmes confrontées aux mêmes difficultés. Il n'y a pas d'avantage précis pour celle qui est en ville, pour celle qui est en ville et celle qui est au village. D'accord. Qu'elle soit en ville ou au village, généralement, quels sont les soucis auxquels elles sont confrontées, ces jeunes filles-là? Quand on se retrouve pour la plupart en entretien, oui, on constate que ces filles-là n'ont pas toujours le minimum. Et pour un recruteur, c'est assez cocasse d'avoir une jeune fille qui présente des atouts physiques indiscutables, mais qui, concernant ses valeurs professionnelles, n'a pas le minimum. Moi, je pense que quand on décide de s'attarder sur la question de l'insertion professionnelle de la femme, il faudrait toucher avant tout la formation de la femme. Qu'est-ce qu'on a dit, ouais? L'éducation même de la femme. Et je pense que quand on pourra poser les réelles questions, on pourra ainsi trouver les vraies réponses pour faciliter l'insertion de la femme. Car, on le sait, la société dépend en majeure partie de la femme. Parce que justement, elle a un rôle à y jouer. Effectivement. Notre ami derrière a demandé le micro. Oui. La jeune fille, qu'elle soit dans un milieu urbain ou rural, aucune d'elles n'est biaisée. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture en Côte d'Ivoire et le milieu rural est celui-là qui apporte le plus à l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, les femmes en milieu rural s'organisent en coopérative pour elles-mêmes inciter, forcer le développement de leur communauté. Ouais. Et quand on parle du fait que la jeune fille en milieu urbain a plus de chances que la jeune fille en milieu rural, je trouve que ce n'est pas vrai. Parce que tout à l'heure, tout se fait par la capacité à pouvoir défendre son CV aussi. Tout à l'heure, il a parlé du fait qu'elle puisse avoir les atouts physiques incontestables, mais tout se fait sur le terrain. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse surtout valoriser le fait que c'est l'effort qui récompense vraiment le travail de chacune des jeunes filles, qu'elles soient dans un milieu donné. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, on a passé le stade où la fille doit compter que sur sa beauté physique. Justement, mais aujourd'hui, c'est la beauté intellectuelle qui est justement, c'est la beauté intellectuelle, c'est l'effort au travail qui récompense. Très bien. Alors, Madame Kwasi, sur les mêmes questions, chance de réussite, difficultés rencontrées au quotidien relativement à la jeune fille? Oui. Oui, bon. Je voudrais avoir revenu sur les propos de M. Assemian qui disait qu'à diplôme égal, lors des différentes des entretiens, il y a des filles qui se retrouvaient, on dit, en défaut de formation. Je voudrais dire d'abord qu'on est tous conscients que la première des étapes pour les filles, c'est d'acquérir une bonne formation. Mais le problème, c'est que les filles, les femmes en général, elles travaillent deux fois, elles travaillent doublement. Vous voyez en Afrique, l'éducation qui est donnée aux hommes et l'éducation qui est donnée aux jeunes garçons et l'éducation qui est donnée aux jeunes filles est différente. Les filles sont censées faire des tâches ménagères en plus du travail qu'elles doivent faire à l'école. Alors que les garçons, une fois qu'ils rentrent,
ils mangent, ils vont étudier. Vous voyez, déjà au niveau de la formation, c'est biaisé. Ouais, c'est biaisé, ouais. Au niveau de la formation, c'est déjà biaisé. Que ce soit au milieu urbain ou au milieu rural, c'est la même chose. On destine les filles à la fonction reproductrice, alors qu'on destine les garçons à la fonction productrice. C'est ce que je disais au départ, qu'au niveau de l'éducation, déjà, les filles abandonnent beaucoup plus tôt l'école que les hommes. Dans ce cas-là, au niveau des filles, il y a déjà un défi à relever, qui est de concilier tâches ménagères, vie familiale et vie professionnelle. On est toutes logées aux mêmes enseignes, toutes les femmes, toutes les filles qui sont dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau du milieu urbain, au milieu urbain, les parents ont compris l'importance de l'éducation de la fille. Au milieu urbain, les tâches ménagères sont le plus souvent dévolues à ce qu'on appelle les servantes, les aides ménagères. Donc les filles ont beaucoup plus de temps pour travailler, pour étudier, pour ouvrir leur esprit. Ouais, c'est un coup de main aussi que les parents veulent donner à leur progéniture. Oui, pour ouvrir leur esprit et pouvoir accéder un peu plus hautes études et avoir de plus hauts métiers. Au milieu rural, c'est différent. Les filles n'ont pas ces aides-là. Arriver à la maison, doivent faire le rôle de la maman en plus de leur rôle. Et il s'avère que vous allez dans la majorité des villages, quand vous arrivez aux filles de 15 ans, 16 ans. Elles sont déjà mariées. Elles sont toutes enceintes, elles ont toutes fait au moins un enfant. Ouais. Donc il y a déjà, au niveau rural, c'est déjà encore plus. Il y a encore plus de difficultés qu'au milieu urbain. Elles sont toutes obligées de venir maintenant à Abidjan, chercher du travail, pas de formation, que des emplois mal payés. Alors justement, quelle réponse apportons à ces problèmes, même s'ils sont de différents ordres, Madame Kwasi? Au niveau de l'Alliance Emploi Jeune, on a plusieurs dispositifs qu'on met à l'endroit des jeunes filles comme jeunes. Sans vraiment les détailler, parce qu'on va les évoquer plus loin, mais je veux dire, quelle réponse l'État de Côte d'Ivoire apporte à cette situation très urgente de la situation de la jeune fille? L'État de Côte d'Ivoire essaie plusieurs pistes. On a dit la première chose, c'est la formation. Au niveau de l'éducation, l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'éducation obligatoire pour tous. C'était pour inciter les parents à mettre aussi les filles à l'école. Après, on a rendu l'école gratuite. Tout ça pour inciter, parce que je disais au début, les parents n'ayant pas de ressources préfèrent scolariser les garçons qui, une fois qu'ils travaillent, ont plus de moyens que les jeunes filles. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a une discrimination au niveau du salaire en Côte d'Ivoire. Les garçons sont mieux, les hommes sont mieux payés que les filles. Quand vous regardez les organes de décision en Côte d'Ivoire, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui, mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer, non? La courbe a-t-elle s'inverser ou pas? Lentement. Mais comment ça se fait? D'accord. Alors, dites-moi, pour trouver du travail, qu'est-ce qu'elle rencontre comme problème? Oui. Allez, madame, derrière. J'aimerais dire que après la formation de la jeune fille, les difficultés qu'elle rencontre sont vraiment nombreuses. Je prends par exemple le fait que sa formation déjà ne correspond pas souvent à la demande qui est déjà en société. Par exemple, si elle a suivi une formation en mine-géologie et que peut-être on n'a pas besoin de ce genre de formation ici en Côte d'Ivoire. Et quelquefois, elle n'a pas de personne à qui se confier, souvent dans la société. Donc ça pose déjà deux problèmes. Ensuite, il y a le fait que la jeune fille elle-même n'est pas assez instruite pour relever le défi qui est en société. Mais aujourd'hui, les jeunes filles se battent quand même pour atteindre un meilleur niveau d'instruction. Oui. Ça, c'est clair, oui. Oui, effectivement. Mais il faudrait dire, comme la dame l'a dit, que c'est lent. C'est à peu près lent par rapport, en tout cas, à la demande qui est. D'accord, ok, oui. Cher ami, bonsoir. Bonsoir. Juste devant là. Quels sont les problèmes qui croisent le chemin de la jeune fille en quête d'emploi? Ok, il faut dire que la femme dans le milieu socio-professionnel rencontre beaucoup de difficultés telles que le harcèlement. Je prends un exemple pratique. J'ai une camarade, par exemple, qui devrait travailler. Et voici que le recruteur lui a dit que si jamais je te prends, je serai avec toi. Elle était tellement frustrée. Elle était obligée ici de laisser cet emploi-là. Elle est repartie encore dans un autre établissement. Lorsqu'elle s'est rendue, ils l'ont pris. Effectivement, elle a commencé à travailler. Mais malheureusement, lorsqu'elle travaillait, son patron également ici, pour un rien, lui a demandé de partir. Et elle ne savait pas pourquoi. C'est après que celle-ci a réagi comme ça. Elle m'a informé en disant que depuis longtemps, ce monsieur lui envoyait des messages pour l'inviter et elle refusait. Et une fois, elle est allée en voyage et lorsqu'elle est revenue de voyage, il lui a dit que franchement, je ne voudrais plus que tu puisses travailler dans mon bureau.
Et elle est vraiment étonnée. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, non, je ne voudrais plus que tu travailles parce que lorsque je te confie un travail, tu ne le fais pas bien. On va trouver un prétexte, toujours des une prétextes. raison pas Toujours fondée. des prétextes. D'accord, ok. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, vous êtes dans Expression Jeune. Nous parlons de la jeune fille, bien sûr, dans son insertion professionnelle. Juste une pause. La cause, c'est pour ceci. Bon, les difficultés, généralement, nous avons l'harcèlement, quelquefois, qui est fait au niveau de l'harcèlement sexuel, je vais dire, qui est fait quelquefois par les supérieurs, pour qu'elles puissent quelquefois obtenir un emploi. Voilà. Maintenant, pour certaines qui ne sont pas de ce domaine-là, leur insertion est carrément souvent, elles sont, je peux dire, pour la plupart livrées à elles-mêmes. Donc, pour ce faire-là, elles se prennent en charge à travers des petits commerces qui ne sont pas tout le temps rentables. Les problèmes les plus récurrents chez la jeune fille sont les problèmes liés au sexe. Parce que le plus souvent, les hommes ont tendance à croire que voilà, lorsqu'on a une jeune fille en face de soi, on doit tout de suite lui imposer soit le sexe avant de lui offrir un emploi et tout ça. Et aussi, il y a le fait que qu'on pense déjà que la jeune fille, elle est faible, qu'elle ne peut pas exercer certains métiers comme d'autres hommes. Dans le travail, il y a les chefs d'entreprise ou bien, c'est pas, qui veulent forcément avoir des relations avec vous. Ou bien, parfois aussi, il y a des filles aussi qui s'adonnent à ce genre de choses pour avoir une place. Le manque de confiance. Elles n'ont pas vraiment confiance en elles-mêmes. Parce que bon, je pense que ça doit être dû au fait de la société qui pense que les hommes sont mieux que les jeunes filles. Madame Kwasi, il y a eu d'abord sur le plateau des avis. Le micro-trottoir également en a proposé. En vous appuyant sur les deux réactions, on va dire, de part et d'autre, qu'est-ce que vous nous dites sur les difficultés rencontrées par la jeune fille dans sa quête vers son autonomisation, premier emploi et tout ça? Dans sa quête vers l'autonomisation, vers un emploi, la jeune fille a plusieurs difficultés. La première, c'est des employeurs qui refusent d'embaucher des jeunes filles, comme je disais, à la fonction reproductrice. Nous, les jeunes filles, jeunes femmes, nous avons tendance, une fois que nous avons un travail, à ne pas faire 2 ans et à prendre une grossesse. Donc les patrons souvent n'aiment pas donner de postes de responsabilité aux femmes parce qu'ils se disent, bon, à tout moment, elles peuvent nous lâcher et partir. Faites 3 mois de congé de maternité. Voilà, 3 mois et demi de congé de maternité. Donc il y a ce premier problème-là qui est là. Il y a aussi le fait que la femme ne peut pas, comme je disais, elle ne peut pas travailler au même rythme que les hommes. Vous avez un foyer dont vous devez vous occuper. Donc, vous ne pouvez pas rester jusqu'à des heures indues, ce que l'homme peut bien faire parce qu'il sait que sa femme l'attend à la maison en train d'élever les enfants. Donc, il y a ce travail non rémunéré des femmes aussi qui l'empêche d'accéder à certains postes. Dans la quête des premiers emplois, il y a quelqu'un qui a parlé de harcèlement, il y a d'autres aussi qui ont parlé de formation. Mais ça, c'est au niveau de la formation, c'est pour tous les jeunes dans la globalité parce que l'adéquation formation-emploi n'est pas ça actuellement en Côte d'Ivoire et on réfléchit à ce problème-là. Mais je pense que les deux vraies raisons, c'est la discrimination toutefois négative envers les femmes et aussi le fait qu'on sait que la femme ne pourra pas travailler au moins 4 heures de moins par semaine que les hommes. Donc ça freine un peu l'embauche de ces femmes-là. Alors, au regard de ces différentes réactions, j'allais dire, avons-nous les moyens aujourd'hui d'apporter des réponses efficaces à ces obstacles, à ces formes de discrimination, Madame Kwasi? Oui, nous avons des moyens. Je pense qu'il y a des lois qui ont été prises pour l'équité au niveau du travail homme-femme, l'équité au niveau de la rémunération et tout. Sauf qu'actuellement, elles ne sont pas encore bien appliquées. Pour parler justement de ce dysfonctionnement ou ces inégalités, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, à travers votre agence d'emploi jeune, proposé des services, des remèdes, des programmes d'urgence, justement. Quels sont ces programmes d'urgence, ces solutions d'urgence, ces dispositifs d'urgence? On a plusieurs dispositifs. Quand on parle de dispositif d'urgence, actuellement, le dispositif d'urgence qu'on essaie d'implémenter cette année, c'est un programme d'autonomisation de la jeune fille. Mais nous, on l'a tablé sur le volet auto-emploi. C'est pour les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont sorties carrément du système scolaire, qui veulent elles-mêmes s'auto-employer, qui veulent avoir leur entreprise. Donc, pour cela, on a un programme qu'on doit mettre sur 3 ans, une phase pilote sur 3 ans, dans 5 régions de la Côte d'Ivoire. On le fait à Daloa, à Bondoukou, à Boaké, à Abidjan et à Mans, ce programme-là. On a 5000 jeunes filles à insérer pendant la période de 3 ans.
Donc ce seront des jeunes femmes entrepreneurs qu'on va essayer de former. Parce que les femmes entrepreneurs sont toutes, la plupart sont dans l'informel. Il faut qu'elles se formalisent pour pouvoir embaucher leurs sœurs, pour pouvoir embaucher aussi des hommes et développer leur activité. On va accompagner aussi des filles mères, on va accompagner des filles qui sortent des institutions de formation et qui n'arrivent pas à trouver un emploi dans ce programme-là. C'est le programme d'urgence qu'on a actuellement pour les jeunes filles. Pour ce programme-là aussi, on préconise que les filles se mettent en groupe pour pouvoir travailler parce qu'on a beau le dire, mais l'union fait la force. Et depuis les années 60, on dit toujours qu'il faut des coopératives, ce n'est pas en vain. Donc ce programme-là, c'est le dispositif d'urgence que nous avons. En dehors de ça, tous les dispositifs qui sont mis en place au niveau de l'Alliance Emploi Jeunes ont au moins, dans la réalisation de 2017, au moins 30% de filles qui ont été insérées à travers nos dispositifs. Sur un objectif de 1000, on a au moins 300 filles qui sont prises à chaque fois. On les classe en 3 catégories. On a ce qu'on appelle d'abord la formation avec le développement des compétences. Donc on fait du recyclage pour ces filles-là. On fait une formation additionnelle, ce qu'on appelle des formations complémentaires et qualifiantes. Ce sont des formations à courte durée suivies de stages pour permettre aux personnes d'avoir un peu plus de formation et de compétir sur le marché du travail. On a aussi des personnes qui ont fini leurs études et qui n'arrivent pas à avoir des stages. Après le BTS, le stage de validation, on a un programme qui est un programme national de stage. Là-bas aussi, on a eu au moins 30% de filles qui ont été insérées à travers ce dispositif-là. On vous trouve un stage, on vous donne une indemnité forfaitaire et vous pouvez faire vos 3 mois de stage pour valider votre diplôme. Là, c'est au niveau de la formation. Après la formation, on a l'emploi. On a les 2 types d'emplois. L'emploi salarié comme l'emploi indépendant. Au niveau de l'emploi salarié, on a ce qu'on appelle le programme de stage de qualification. Donc, ce sont des programmes de stage de 6 mois à 1 an pour vous donner une qualification, une expérience professionnelle avant d'aller compétir en entreprise, ou des programmes pré-emploi. Quand vous avez fini les 6 mois, les 1 an, l'entreprise peut vous garder comme ne pas vous garder. Là, c'est le programme de stage. On a aussi sur notre site des emplois, des offres d'emploi directs, quand les jeunes filles doivent postuler pour accéder aux emplois. Au niveau de l'emploi indépendant, on a toute une gamme de projets pour les handicapés, pour les jeunes, pour les seniors même, qu'on développe. Vous avez votre projet, vous allez sur le site de l'Agence Emploi Jeunes, vous vous inscrivez, passez un certain temps et vous avez votre projet. C'est un peu comme le portail en fait d'accès. Voilà. Alors, amis jeunes, est-ce que vous connaissiez ces différents dispositifs-là mis à la disposition de la jeune fille? Est-ce que vous les connaissiez? Allez-y. Il faut dire que la jeunesse ivoirienne n'a pas accès à ces informations-là. On se rend compte que la communication n'est pas vraiment. Alors, nous allons donc proposer notre dernier micro-trottoir sur justement les dispositifs d'aide, donc d'appui, n'est-ce pas, donc à l'insertion de la jeune fille. C'est notre 3e et dernier micro-trottoir. Est-ce que le public, les populations savent ce dont les questions? Allez. L'Agence Emploi Jeunes, elle a mis des fonds en place pour aider les jeunes filles à réaliser leurs projets. L'Agence Emploi Jeunes est très large pour accueillir tout ce genre de personnes. Même si tu n'as pas fini les études, tu as ta place dans l'emploi jeune. Voilà, on peut trouver une place pour toi, on peut t'insérer quelque part dans le but de ton sortie, de pouvoir avoir quelque chose pour survivre. Mais quand aussi tu es parti à l'école, tu as des diplômes, on peut t'insérer, tu envoies tes CV, tu t'approches de l'agence, je pense que tu auras ta place dans la société. Alors, Madame Kwasi, des avis ici en studio, en plateau, mais également dans la circulation, on se rend compte que les populations ne sont pas vraiment au fait de tous les moyens mis à leur disposition par rapport à la jeune fille. Oui, bon, c'est le constat qu'on fait après le micro-trottoir. Ouais. Mais je voudrais inviter quand même, puisque l'expression jeune aussi, c'est une lucane pour sensibiliser la jeunesse. Donc, inviter tous les jeunes, hommes comme filles, à se rendre sur le site de l'Agence Emploi Jeune. www.emploi jeune avec ça la fait. .ci pour être informés de tous les dispositifs qui sont mis à leur disposition. Alors, est-ce que tous ces outils, comme je les appelais, dispositifs, comme vous voulez, la jeune fille a une place privilégiée? Comme je vous l'ai dit, on a au moins 30% de tous nos programmes qui sont destinés aux jeunes filles. Tout ce qu'on doit faire, c'est les encourager à postuler. Alors, quels sont les différents acteurs dans le processus d'insertion? On a travaillé avec le BIT sur cette problématique de la jeune fille.
On a travaillé avec le ministère de la Femme, on a travaillé avec des cabinets spécialisés, des ONG. En fait, on a invité à peu près tout le monde à cette table-là, les associations de femmes, pour pouvoir discuter du meilleur programme possible pour les femmes. Et on continue de travailler avec des associations féminines, des ONG aussi, pour discuter de la problématique de l'insertion professionnelle de la femme et chercher les meilleures solutions possibles. Alors, on se rend compte que la communication ne passe pas vraiment, mais en même temps, ces dispositifs-là, ils sont gratuits ou bien ils sont payants pour la jeune fille ou bien pour peut-être le jeune homme? Tous les dispositifs d'Alliance Emploi Jeune sont gratuits. Ils sont gratuits? Oui. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, avec vous bien sûr, parce qu'elle comporte 2 parties pour le débat. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir, Madame Kouassi, au terme de cette thématique-là? Quelle place la jeune fille dans le dispositif d'insertion professionnelle? On doit retenir que la jeune fille ne doit pas se faire harakiri. Elle doit savoir que tous les domaines sont possibles pour elle. Au niveau, on a un programme d'apprentissage où on n'a que 16% de jeunes filles. Et ça, ce n'est pas normal. Je veux dire à mes sœurs qu'il n'y a pas de domaine réservé aux hommes. On ne se dit pas que la fille, c'est la couture, la coiffure, etc. La mécanique, la peinture, tous les domaines sont maintenant ouverts aux filles. Elles ont besoin de modèles. Les modèles, on les trouve partout. Il y a des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde peut devenir entrepreneur en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui sont parties de rien. On cite toujours un exemple, Irielou Colette. Elles sont parties de rien pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc les filles, que ce soit par manque d'éducation, il faut, comme l'a dit la dame, de la volonté, beaucoup de volonté, du courage et surtout persévérer pour être autonome. Amis jeunes, nous allons la raccompagner comme nous l'avons accueilli, Madame Kouassi Sonia, chef de service programmes spéciaux à l'agence Emploi Jeune, avec des ovations bien nourries. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il est ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action. Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Coach, formateur, conférencier international à l'entrepreneuriat, fondateur de firmes. Il arrive nous faire partager sa vision, sa passion du monde entrepreneurial. La star interplanétaire Maxime Victor est en Côte d'Ivoire et dans Expression Jeune. Maxime, merci pour l'accueil. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Très heureux de te retrouver. Allez, on va s'asseoir. Maxime Victor, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de te retrouver ici sur ce plateau d'Expression Jeune. Avis Jeune, on peut l'appeler très fort. Ouais. Merci. Maxime Victor, il est en pleine tournée africaine. Il a choisi la Côte d'Ivoire sur sa liste. Nous en reparlerons. Alors Maxime, on a parlé de la jeune fille, de son insertion professionnelle. Quel commentaire cela t'inspire? Ça m'inspire que la jeune fille, elle a sa place. Comme l'homme, il faut juste que, je dirais le même conseil que je dirais à un jeune homme, il faut juste qu'elle se batte, malgré sa situation. Donc il faut juste qu'elle se batte, puis elle aura sa place, quoi. Alors tu es haïtien, naturalisé canadien. Ouais. Tu es en pleine tournée africaine. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire parce qu'il y a une belle jeunesse en croissance qui cherche à se développer, non simplement parce qu'on parlait beaucoup d'emploi présentement à l'émission juste avant, mais également aussi qui souhaitent à se développer au niveau entrepreneurial. Ouais. Donc il y a plusieurs jeunes Ivoiriens qui veulent devenir entrepreneurs, ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment s'y prendre, alors je suis là. Ouais, justement, alors les jeunes sont ton cœur de cible. Pourquoi, Maxime? C'est vrai que tu es très jeune, mais les jeunes également sont ton cœur de cible. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la jeunesse, c'est le futur d'une société. Et également, ayant moi-même commencé en affaires très jeune, je crois que c'est le meilleur moment pour se lancer parce que c'est là qu'on se découvre. C'est là qu'on a moins de responsabilités, malgré qu'on disait que les jeunes filles ont certaines responsabilités. Mais je crois que comparativement à des parents, ils en ont moins. Alors, c'est maintenant qu'il faut expérimenter, qu'il faut essayer le plus de choses possible. Je le dis souvent que n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais très peu de personnes peuvent rester entrepreneur. Et je ne crois pas que c'est le bon moment d'expérimenter l'entrepreneuriat lorsqu'on a des enfants à la charge. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est la raison pour laquelle que je pousse beaucoup la jeunesse à se lancer en affaires. Très bien. Cette émission leur est destinée justement. Nous voulons saluer le directeur de RTI2 pour cette initiative. Alors, tu es à l'origine du succès de nombreux entrepreneurs qui ont eu le privilège de bénéficier de tes enseignements, de tes conseils. Sur quoi portes-tu tes conseils, Maxime? Mes conseils portent sur 3 volets. Mais tout d'abord, il faut quand même que je mentionne que
J'ai une école à Montréal, au Québec, au Canada, qui a aidé des milliers de personnes à devenir entrepreneurs. Ils sont partis absolument de rien. Et mes conseils portent sur 3 volets. Donc, le premier volet, bien sûr, c'est l'entrepreneuriat, comment démarrer une entreprise. Le deuxième volet, c'est la motivation. Souvent, ce qui manque aux gens, c'est cette poussée-là, hein, cette motivation pour qu'ils puissent passer à l'action. Et le troisième volet que j'aime énormément parler, c'est mon sujet favori. L'argent. J'aime parler d'argent. L'argent. Ah, incroyable, j'aime parler d'argent. Justement, nous en parlerons dans ce programme. Alors, à la tête de ta firme de formation spécialisée en création d'entreprises, ton organisation accompagne des centaines d'entrepreneurs à travers le monde annuellement à réaliser leurs projets d'affaires. Tu es un génie, on nous a dit, Maxime, en Europe. Un génie, c'est un gros mot. Je crois que la raison pour laquelle que mon organisation a beaucoup de succès, c'est parce qu'on a aidé plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes à avoir du succès. Aussi simple que ça. Donc, lorsque je vois quelqu'un qui se tient devant moi, qui a un beau projet, qui a des rêves, mon objectif, c'est pas de me dire comment est-ce que je peux être glorifié ou comment est-ce que je peux avoir ma part de gâteau. Non, simplement, comment est-ce que cette personne qui a une simple idée, quelques temps plus tard, qu'elle puisse vivre de son idée, qu'elle puisse devenir entrepreneur et qu'elle puisse s'accomplir. Alors, Maxime Victor est également écrivain. Il a des littératures, dont celle-là. Je voudrais qu'on la montre d'abord. Voilà. Nous parlerons d'elle. 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Ça, c'est un gros titre, Maxime Victor. 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Le titre m'a été inspiré le jour que j'étais à un barbecue. Il y a 2 personnes qui parlaient entre eux, puis il y en a un qui a répondu à son ami. Hein. Moi, il me reste 8 ans et je sors de là. Je n'avais pas trop compris leur conversation. C'est lorsque l'autre a répliqué. Il lui a dit « Ah, t'es chanceux. Moi, c'est le 18 avril 2043. » C'est là que je me suis approché. Je leur ai demandé « Mais de quoi vous parlez? Est-ce que c'est la fin du monde en 2043? » On m'a dit « Non, c'est le jour que j'ai le droit de prendre ma retraite. » Et c'est là que j'ai réalisé que ça faisait aucun sens qu'un employé peut avoir le même langage qu'un prisonnier. Parce que les prisonniers, hein, c'est comme ça qu'ils parlent lorsqu'ils sont dans les prisons. Hein, moi, il me reste 8 ans, je sors de cette prison, moi, c'est en 2043. En bref, le conseil que je donne aux gens, c'est au lieu de faire 40 ans de prison, c'est de faire 5 ans de travail forcé. Les 40 ans, on va les compresser en 5 ans. Ça va faire extrêmement mal, mais au moins cette personne ensuite elle sera libre. Et le but de ce livre-là, c'est justement d'alléger leur souffrance à travers des stratégies, des conseils. Le livre se lit extrêmement bien. Je l'ai écrit à haute voix, de manière à ce que lorsque la personne lit ce livre-là, elle aura l'impression qu'on parle directement. On lui parle directement. Oui, tu lui parles en fait. On se parle, donc on se parle. C'est une conversation qu'on a cœur à cœur. Hein. Très bien. Amis jeunes, Maxime a un peu trop parlé. C'est vrai qu'il est très éloquent, grand communicateur. Voici un peu sa biographie animée sur RTI 2 et sur Fréquence 2. Ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action, Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Coach, formateur, conférencier et auteur en entrepreneuriat, possédant plus de 15 années d'expérience en affaires, il est aujourd'hui à l'origine du succès de nombreux entrepreneurs qui ont eu le privilège de bénéficier de ses enseignements. Âgé seulement de 34 ans, ce Canadien d'origine haïtienne est à la tête de sa firme de formation spécialisée en création d'entreprises. Son organisation accompagne des centaines d'entrepreneurs annuellement à réaliser leurs projets d'affaires. Il est également l'auteur de la conférence Entrepreneurs en action qui, à ce jour, a été suivi par des milliers de personnes à travers le monde. Ce communicateur hors pair possède cette qualité de transformer la théorie à la pratique en propulsant toute personne qui l'écoute à passer à l'action. Il est l'auteur du livre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé qui a pour but d'aider les entrepreneurs à bâtir une entreprise à succès. Sa méthode et son langage auprès des jeunes sont très simple. Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Vous avez des idées, un projet d'affaires qui vous tient à cœur, donnez vie à vos aspirations, à vos plus belles ambitions. Maxime Victor a pour slogan la passion d'entreprendre, le bien-être de la liberté. Amis jeunes, voilà un modèle qui peut vous inspirer. Maxime, comme on le voit chez nous, on dit tu n'es pas un petit gars, tu es un gars très costaud. D'ailleurs, cette forme physique que tu présentes là, tu fais du sport?
Je fais du sport, c'est important. Ouais. Parce que notre corps, c'est notre véhicule. Hein. Donc, on peut parler d'affaires, on peut parler de faire de l'argent, mais si tu n'es pas capable de te lever le matin, si tu n'es pas capable de travailler des heures et des heures dans une journée, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut absolument être en santé. Ça, j'enseigne à tous mes étudiants. Et je crois que la santé est le domaine de la vie où une personne a le plus de difficultés à se discipliner. Je dis souvent que si une personne est capable de se discipliner au niveau de sa santé, ça aura un effet domino dans tous les autres domaines de sa vie. Donc, c'est la raison pour laquelle que non seulement c'est important d'être bien en santé pour se sentir bien dans sa peau, mais c'est également aussi, c'est important de montrer l'exemple, être modèle dans tous les aspects, quoi. Je pense que dans 3 mois, je serai comme toi. Je veux bien être comme toi. Même avant, pourquoi pas. Alors, ami jeune, communicateur hors pair, tu possèdes cette qualité de transformer la théorie à la pratique en propulsant toute personne qui t'écoute à passer à l'action. Je sais que tu vas adorer ce moment. C'est l'instant de partage, questions-réponses. Amis jeunes, vous avez des questions pour Maxime, je pense. Allez, Maxime est prêt à vous répondre. C'est parti. Ouais, on commence là? Oui, on y va là. Et je voulais demander, quel est votre constat du jeune africain ivoirien dans sa notion d'entrepreneuriat? Je n'ai pas nécessairement un constat entre un jeune Ivoirien, un jeune Canadien. Puis l'ironie, c'est que plusieurs personnes m'ont dit, tu sais, Maxime, ici en Côte d'Ivoire, tu sais, en Afrique, c'est totalement différent que le Canada, en Amérique. Et je leur ai demandé pourquoi, parce qu'ici, on me dit c'est le tiers-monde, il n'y a pas d'argent, etc., il n'y a pas de ressources. Mais j'ai eu le privilège, dans mon passage ici en Côte d'Ivoire, de rencontrer plusieurs entrepreneurs, dont un en particulier, au nom de Issa, qui est issu d'une famille il a eu assez de difficultés, il a perdu ses parents très jeunes, ni frères et sœurs. Il n'a pas nécessairement de ressources. Avec le peu de moyens qu'il avait, il a été capable, ici, à Abidjan, de mettre une entreprise sur pied. Aujourd'hui, non seulement cet entrepreneur est un entrepreneur à succès, il a même l'opportunité d'engager une dizaine d'employés et il est sorti de rien. Donc, ce genre d'histoire-là qu'on retrouve ici, à Abidjan, auprès d'un entrepreneur tel que Issa, c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Il faut juste avoir la volonté. J'aime dire qu'il ne faut pas nécessairement d'argent pour devenir entrepreneur, il faut du courage. Il faut le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Aussi simple que ça. Allez, une deuxième question, mademoiselle en rouge. Ma question a plusieurs volets. Imaginez-vous, je suis, à mes temps perdus, manager artistique, professeur d'anglais, assistante administrative, chargée de relations publiques et communication. Pour vous dire que, comme vous, en tout cas, j'ai eu un jour à cœur de vouloir prendre ma retraite à 50 ans maximum. De sorte à ce que, pendant que je suis jeune là maintenant, je dors à très souvent 2 heures du matin. Alors, pour une personne comme moi, je veux savoir quel est le potentiel que vous pouvez déceler en moi, mais surtout, est-ce que l'école que vous avez créée peut être accessible aux jeunes Ivoiriens comme moi qui ont un rêve de vouloir vraiment sortir de ce système qui a été mis en place, qui fait que vraiment nous sommes la plupart du temps étouffés? Très bonne question, puis on a touché à tellement de points dans cette question. Donc le fameux système, le système nous a conçus pour devenir des employés, c'est pour ça qu'on va à l'école. Le système ne nous a pas conçus, ne nous a pas programmés à devenir entrepreneurs, malheureusement. C'est la raison pour laquelle que ma venue ici en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Abidjan, c'est pour mettre en place un centre de formation qui aidera les personnes comme cette jeune fille, on va appeler cette jeune fille, qui a tellement de potentiel, tellement de compétences. Alors, comment capitaliser dessus? C'est correct d'avoir cela sur papier, c'est correct d'avoir cela sur un diplôme, mais la véritable question que je vais te poser à la fin, c'est combien d'argent que ça te rapporte? Et mon objectif, c'est de mettre en place ce centre de formation pour que ces jeunes-là qui ont tellement de talent, qui ont tellement de dons, qui puissent capitaliser concrètement en faisant de l'argent avec cela. Super. Oui, on va prendre des questions juste là. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi ce titre, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Le but visé au fait. Très bonne question. Le but du 40 ans, au Québec, au Canada, on utilise souvent le terme de 9 à 5. Hein. On travaille de 9 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. Hein, c'est les heures de travail normales. Mais on fait cela pendant 40 ans. Donc, lorsqu'on parle de 40 ans, on relie souvent cela à l'emploi. Alors, le 5 ans de travail forcé, c'est simplement pour dire que c'est beaucoup plus dur. Être dans un désert avec une pelle, on creuse, le soleil nous frappe, on n'a rien à boire. C'est vrai qu'on souffre, mais ensuite, après les 5 ans,
on sera libre. Donc, c'est le but que je veux mener à travers, que je veux apporter derrière ce titre-là. C'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mettre en place ces projets, ce n'est pas facile. Se battre pour que ces rêves se réalisent, ce n'est pas facile. Et c'est ça, justement, le fameux 5 ans de travail forcé. Mais si tu le poursuis, si tu travailles, si tu mets les efforts pour, c'est là que tu vas y arriver. Une autre question? Oui. Pourquoi parlez-vous autant d'argent lors de vos conférences? Ce n'est pas juste lors de mes conférences, je parle d'argent chaque jour. L'argent est un sujet tabou, un sujet que le monde ne veut pas discuter. Il a été prouvé que plus de 90% des adultes, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, c'est l'aspect financier dans leur vie. Les factures qu'ils ont à payer, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Donc l'argent, on court à chaque jour après cela. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer pour avoir de l'argent. Le monde sont prêts à mentir pour avoir de l'argent. Le monde sont prêts à voler pour avoir de l'argent. Et ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont très religieux. Et justement, les religieux sont prêts à prier pour avoir de l'argent. Donc, on est ouais, super. Donc c'est pour cela que tu parles autant d'argent. Maintenant, il faut juste être clair, il faut utiliser les vrais mots. Il faut arrêter. Je parlais à quelqu'un récemment, il m'a utilisé un terme tellement technique. Oui, il faut que j'augmente mon flux de trésorerie. Je dis, pardon, qu'est-ce que tu dois faire, mon flux de trésorerie? Je fais, oh, tu veux faire de l'argent? Dis-moi, tu veux faire de l'argent. Parfois, on essaie de tourner trop autour du pot. Donc, à la fin, il faut qu'on se pose les vraies questions. Il y a 2 questions qu'il faut qu'on se pose. Lorsqu'on a de l'argent, comment est-ce qu'on se sent? C'est ça la véritable question. Lorsqu'on a de l'argent, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que moi, je peux poser une question aux personnes ici présentes? Oui. Lorsque vous avez de l'argent, comment est-ce que vous vous sentez? On se sent bien. On se sent bien. On est tranquille. On n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur. OK, le contraire. Lorsqu'on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on se sent? On est très inquiet. On a peur de sortir. Et c'est ça qui arrive. L'argent est une des principales causes de maladies dans notre société. Le monde sont stressés, la dépression, l'anxiété, tout est souvent relié à l'argent. Lorsqu'on arrive à avoir un contrôle sur l'argent, lorsqu'on arrive à comprendre ce qu'est l'argent, parce que l'argent peut être un très bon serviteur, comme aussi l'argent peut être un très mauvais maître. Et la seule manière de reprendre le contrôle sur l'argent, c'est de s'informer sur l'argent, c'est de s'éduquer sur l'argent et c'est d'être à l'aise à parler d'argent. Super. Oui, dernière question rapidement. Merci, Maxime, pour votre présence. J'aimerais savoir votre visite en Côte d'Ivoire. Pour vous, que représente notre pays dans votre plan? Que représente la Côte d'Ivoire? Dans votre plan Dans mon plan, c'est l'endroit où je vais installer mon 3e centre de formation. Donc, je vais créer un centre de formation ici qui va aider le plus d'entrepreneurs à se lancer et surtout à réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que ici, ce que j'ai vu, le genre de structure qu'il y avait, c'est beaucoup de travailleurs indépendants, beaucoup de travailleurs autonomes, ce qui sous-entend que s'ils ne sont pas là, s'ils ne travaillent pas, l'entreprise ne roule pas. Un véritable entrepreneur, c'est une personne qui est capable de se détacher de son entreprise, même s'il n'est pas là physiquement, l'entreprise continue à rouler. C'est là qu'on devient entrepreneur et je veux mettre en place un centre de formation ici afin de former des travailleurs et non pas des commerçants. De former des entrepreneurs, non pas des commerçants. Alors, Maxime, moi je pense, on passera des heures avec toi, bien sûr, à parler. Oui, allez-y rapidement. Ma question à la dévolée, je voudrais savoir, y a-t-il une nuance entre l'entrepreneuriat et le management? La seconde question, quels sont les principes pour être un bon entrepreneur? Très bonne question. La dernière question, oui. Oui, il y a une nuance, c'est que ça se fait en 3 départements lorsqu'on met une entreprise en place. Le dernier niveau, c'est le niveau employé. C'est eux qui font rouler le système, c'est eux qui font rouler l'entreprise. Le niveau juste en haut du niveau employé, c'est le management. C'est eux qui gèrent les employés. Et le 3e niveau, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui gère l'entreprise. Donc, lorsque tu es un management, lorsque tu es un gestionnaire, on appelle maintenant, il y a un nouveau terme qu'on utilise pour eux, on les appelle des intrapreneurs. La raison pour laquelle ils sont des intrapreneurs et non pas des entrepreneurs, c'est qu'ils travaillent au sein d'une structure déjà établie, mais ils ont quand même une certaine liberté. Alors, c'est certain qu'avec mon centre de formation qu'on veut mettre en place, ce n'est pas des intrapreneurs qu'on veut former, ce n'est pas des managers qu'on veut former, mais surtout des entrepreneurs. Alors, Maxime, ils sont nombreux, ces jeunes qui te regardent, ces jeunes africains, ces jeunes du monde entier, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Niger, je sais qu'on passerait là-bas dans peu de temps, ils sont là, ils t'écoutent. Est-ce que tu as un message d'espoir pour eux parce que tu es un vrai modèle de réussite sociale, tu es une vraie star de l'entrepreneuriat?
Il y en a plusieurs d'entre eux qui ont beaucoup de beaux projets, beaucoup de beaux rêves, ils peuvent le réaliser. Toutefois, il faut qu'ils arrêtent de réfléchir. C'est la raison pour laquelle que j'aime dire qu'à force de réfléchir, on commence à analyser et à force d'analyser, on devient paralysé. Donc, le seul conseil que je peux donner à tous ceux qui ont ces belles idées, ce beau projet, ces concepts qu'ils veulent mettre en place, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les ressources. Il faut simplement passer à l'action. Parce que la plus grande qualité de ceux qui réussissent dans notre monde, c'est leur rapidité d'exécution. Même s'ils n'ont pas toutes les ressources, en passant à l'action, c'est petit à petit que les ressources se mettront sur leur chemin. Comment tu as fait pour arriver à là où tu es aujourd'hui? J'avais 17 ans lorsque j'ai eu cette piqûre de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Alors, la manière que je me suis pris pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, simplement, j'ai posé une marche à chaque jour. Je montais ma marche d'escalier à chaque jour. J'ai passé à l'action et je continue à le faire. Aujourd'hui, tu es heureux, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficultés dans ce que tu fais aujourd'hui? J'ai pas de problème d'argent, non. Tu en gagnes énormément. Voilà. Ami jeune, coach formateur, conférencier international et auteur de littérature, dont justement celle-là, Maxime Victor, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Cette stratégie pour bâtir une entreprise à succès. Maxime, merci encore une fois. Et surtout, que penses-tu de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est incroyable, l'accueil, une accueil chaleureuse. La température est belle aussi. Souvent, j'entends les gens se plaindre qu'il fait trop chaud. Moi, j'aime ça quand il fait chaud, mais ce que j'ai aimé, c'est la nourriture. Tu as mangé quoi? La tchéké, le garba, aloko, et les poissons braisés. Poisson, poulet braisé. Vraiment bien. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Maxime. Public, amis jeunes, on va encore le blason très fort, très fort, très fort. Quelle place de la jeune fille dans le dispositif d'insertion professionnelle? Invité du débat, Madame Sonia Kouassi, chef du service programmes spéciaux à l'agence Emploi Jeune. Et notre modèle du jour, il a des passages à Côte d'Ivoire, il tourne beaucoup, il vit au Canada. Maxime Victor est passé, nous dit bonsoir, vous dit bonsoir. Maxime, on va y aller. Merci encore à tout le monde, merci à tous. Merci pour l'invitation. Et surtout, à jeudi prochain. Au revoir. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique vous ont présenté Expression Jeune.